Voilà le topo de Banana Scandale. Quelqu'un reçoit ce qui ressemble à la solution miracle, mais qui s'avère être la source de tous ses problèmes. Si vous aimez les histoires où la chance cache toujours un loup, restez avec nous. C'est le début de Banana Scandale. Lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, et c'est parti! À peine Taï atterrit à Chicago qu'il est accueilli par un froid glacial. Le gars arrive, sac à dos sur l'épaule et passeport en main, prêt à entamer cette nouvelle étape. En traversant le terminal, il se demande si son Young est encore en train de pioncer. Et en fait oui, le type était dans les bras de Morphée jusqu'à ce que son portable le rende complètement dingue. Il est réveillé par une cascade de notifications de son pote Taewan, qui n'a visiblement rien de mieux à foutre que de l'emmerder dès le matin. Le gars se lève d'un bond, complètement irrité. Il s'avère que son pote est obsédé par l'arrivée de Taï et n'arrête pas de demander s'ils ont déjà rangé l'appart. Et voilà le pauvre, recevant des ordres par texto alors qu'il a encore les draps collés. En plus, il reçoit le message de Taï disant qu'il a déjà atterri et il n'a pas d'autre choix que de se bouger. Ça fait déjà 4 ans qu'il a déménagé aux États-Unis pour la fac. Beaucoup pensent que vivre à l'étranger c'est tout glamour, mais la réalité c'est qu'il passe son temps à passer l'aspirateur. Dans cet appart, il n'y a qu'une seule loi, son pote paie 80% du loyer, ce qui fait de lui techniquement le propriétaire des lieux. Il a eu le contrat le plus simple qui soit, l'autre met l'argent et lui doit se tenir à carreau avec l'invité s'il ne veut pas se faire virer. Le jeune est curieux de voir comment le gamin a grandi après tout ce temps. Il se souvient de quand il était dehors devant l'immeuble à se disputer au téléphone avec son pote, qui, comme d'habitude, arrivait en retard partout. Il se plaignait de ne même pas avoir les clés pour entrer, jusqu'à ce qu'il apprenne que Taï était déjà là à l'attendre. Avec le froid qu'il faisait dehors, il devait rentrer vite avant de finir en glaçon. Alors qu'il hésitait à entrer ou rester dehors, il se rappela quand il avait entendu le nom de Taï pour la première fois, il croyait tomber sur une fille. Mais c'est un garçon bien plus grand que ce qu'il imaginait qui est apparu. À l'époque, il ne disait pas un mot et le suivait partout comme son ombre. De retour au présent, il est devant l'appartement 1103, les nerfs à vif. Il ne comprend pas pourquoi ça le touche autant de le revoir après 4 ans. Et dès qu'il sonne, la porte s'ouvre et il tombe sur le gamin qui a pris une sacrée poussée de croissance. Ça à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le gamin passe d'un garçon efflanqué à un type qui le domine du regard avec une telle assurance. Maintenant, il a un style très différent, avec de grosses lunettes et une ombre de barbe qui le fait paraître bien plus adulte. Il se regarde un moment en silence, assimilant le changement jusqu'à ce que l'ambiance se détende. Il se salue par une forte accolade et Taï lui dit qu'il lui a manqué avec un sourire. Le Young essaie de ne pas montrer à quel point il est ému en lui souhaitant la bienvenue. Mais à l'intérieur, il est en état de choc. Ce sont de vraies retrouvailles avec un sourire nerveux. Ils entrent enfin dans l'appartement. Il y a 4 ans de cela, l'ambiance était tellement lourde qu'on aurait pu la couper au couteau. Taewan était là, recroquevillé sur le canapé, mourant d'embarras, pendant que le jeune Taï restait dans sa bulle, coaché à son téléphone avec ses écouteurs, ignorant royalement le reste du monde. Pas même un bonjour pour l'inviter. Taewan ne savait plus où se mettre. Avec un nom pareil, il s'attendait à tomber sur une fille, mais il s'est retrouvé face à un gamin mutique qui ne calculait personne. Le silence était pesant, mais la curiosité a fini par l'emporter. Il a jeté un coup d'œil discret pour voir ce qui le captivait autant. Et c'est là que ça devient bizarre, il s'est avéré que Taï regardait Power Fruits Girls, un dessin animé pour fillettes. Le gamin a failli faire une attaque en se sentant grillé. Et il ne faisait pas que regarder sa chambre était tapissée de posters et de figurines. Un fanatisme pour les petites fraises qui frisait carrément le diagnostic médical. En réalisant ça, Taewan ne l'a pas jugé. Au contraire, ses yeux se sont illuminés. Il venait enfin de trouver quelqu'un avec qui partager sa religion. Pour ne pas passer pour un taré, l'aîné a dû inventer qu'il connaissait la série grâce à sa sœur, allant même jusqu'à lui demander quel était son personnage préféré. C'est là qu'ils ont compris qu'ils étaient dans le même bateau. Taewan passait son temps à se faire critiquer parce qu'il regardait des cartoons à son âge. Le petit a suivi le mouvement pour ne pas casser le délire, et ils ont fini par sympathiser de la manière la plus improbable qui soit. Au final, le mec le plus sérieux du coin avait les goûts d'une gamine de 5 ans. Le jeune homme est devenu son unique complice dans ce crime contre la maturité. De retour au présent, Dojin joue les grands frères et demande à Taï de laisser tomber les politesses. « Appelle-moi Dojin Young », lui lance-t-il avec assurance pour qu'il se détende. Taï accepte le deal, même s'il semble encore un peu déboussolé par ce changement d'air. Pendant ce temps, Dojin ne peut s'empêcher de le dévisager, ce mec n'a plus rien à voir avec le gamin aux lunettes énormes dont il se souvenait. Le changement est tellement radical qu'il a l'impression qu'on a remplacé le personnage sous ses yeux. Un coup d'œil rapide à la chambre confirme que la passion du petit n'est pas une blague. Murs tapissés et étagères remplies de figurines Power Fruits Girls absolument partout, le gars s'est carrément bâti un sanctuaire en plein Chicago et n'a aucune intention de s'en cacher. Juste au moment où ça devenait gênant, la sonnette annonce l'arrivée de la pizza. Le jeune homme file la récupérer, laissant l'autre tout seul dans le salon à essayer de digérer la situation. Dojin reste là, en sueur, essayant de comprendre pourquoi la version mise à jour de son pote le déstabilise autant.
Le gamin revient avec la nourriture, affichant toujours cet air d'étudiant modèle, mais avec un charisme que Dojin a de plus en plus de mal à ignorer. C'est l'heure de vérité, pizza ouverte, bière à la main et toast officiel pour célébrer la cohabitation. Il s'installe par terre pour dîner et tenter de briser la glace après tout ce temps. Dojin finit par oser dire ce qu'il pense et lui avoue que sa métamorphose physique l'a totalement pris de court. Il va même jusqu'à lui suggérer que les cheveux courts lui iraient bien mieux. Mais le jeune homme a une excuse imparable, la flemme. Apparemment, c'était son frère qui choisissait ses fringues et le coiffait. Un service d'assistance qui finit par te rendre inapte à la vie quotidienne en échange d'une tranquillité totale. Maintenant qu'il vit seul, le garçon a décrété que le peigne était optionnel. Si sacrifier sa dignité lui permet de grappiller 5 minutes de sommeil, C'est un pacte qu'il signe tous les matins. Dojin finit par rester sans voix quand le petit lui offre un sourire après des années de silence. on sent que l'alchimie entre ces deux-là est restée intacte malgré la distance. Taï n'a pas seulement de la mémoire, il a un chronomètre dans la tête. Dojin table sur environ 6 mois depuis leur dernière rencontre, mais le jeune homme le stoppe net avec le chiffre exact 3 ans, 6 mois et 2 jours. L'aîné fait mine de croire à l'excuse du tic d'étudiant en ingénierie, même s'il est évident que le gamin le suit à la trace depuis une éternité. Entre la pizza et la bière, la discussion s'étire jusqu'à ce que Dojin finisse par s'écrouler de sommeil en pleine soirée. Le cauchemar commence quand il se réveille au milieu de la nuit, totalement paumé, en entendant des gémissements rythmés venant d'à côté, et ce n'est clairement pas un mauvais rêve. Dojin reste pétrifié en réalisant que le mec, à peine quelques heures après avoir emménagé, est déjà en train de se faire plaisir alors qu'il dort juste à côté. Le gamin a la libido au plafond et la pudeur au sous-sol, un cocktail explosif pour la santé mentale de Dojin, qui ne peut plus que fermer les yeux très fort, en se demandant si Taï est vraiment en train de se toucher là, juste sous ses yeux. Dojin a appris à ses dépens que la vie en cité U aux États-Unis n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Il a débarqué plein d'illusions, mais son accueil s'est résumé à une bonne dose de nuisances sonores. Son colocataire était déjà en pleine action, s'envoyant en l'air sans aucune gêne, et en l'espace de 5 minutes, le rêve américain de Dojin s'est envolé en fumée. 2 ans plus tard, son pote Taïwan lui a proposé de s'installer chez lui puisque la maison était libre. C'était l'affaire du siècle, jusqu'à ce qu'il réalise que le deal incluait aussi le petit frère. Maintenant, le pauvre doit se coltiner les bruits de Taï en direct. Il reste là, prostré, rouge comme une tomate et le cœur à 100 à l'heure, parce que entendre un homme prendre son pied de si près ne faisait pas vraiment partie de son programme pour le semestre. Il meurt de honte, pétrifié sur place. Pourtant, la curiosité finit par prendre le dessus. Il tourne la tête un court instant pour voir le visage de l'autre, et la tension devient soudain si lourde qu'il en oublie presque de respirer. Le lendemain matin, on le tire du canapé, il est déjà l'heure de se mettre en route. Beksan, le gars aux cheveux bleus, débarque pile au moment où il tombe sur Taï, qui arrive en traînant les pieds tel un mort-vivant. Les cheveux en bataille et une tête à avoir survécu à 3 guerres mondiales. Beksan a du mal à croire qu'il son frère l'un déborde d'énergie, tandis que l'autre semble ne pas avoir fermé l'œil depuis des lustres. Une fois à la fac, il se dirige vers la réunion d'accueil pour les étudiants coréens. Taï est assis là, d'une humeur exécrable, avec une expression qui hurle qu'il préférerait être n'importe où sauf ici. Le gars est venu avec un objectif clair, ne pas adresser la parole à une seule âme, jusqu'à l'obtention de son diplôme. Si son grand frère ne l'avait pas traîné ici de force, et serait resté enfermé dans sa chambre au lieu de perdre son temps au milieu de cette foule. Dojin essaie de faire bonne figure avec un sourire de façade, mais intérieurement, il est au supplice. Il est incapable de le regarder en face sans que les images de la nuit dernière ne lui reviennent en tête. Avoir surpris son coloc dans cet état, en plein milieu du salon, est une vision qu'il n'arrive pas à s'enlever du crâne. Le pire, c'est que Taïhi s'est réveillé comme si de rien n'était, le saluant avec un calme olympien qui met Dojin hors de lui. Il tente de se convaincre que c'était juste l'effet de l'alcool, mais le souvenir est déjà gravé au fer rouge. Beksan remarque bien que son pote est ailleurs, pile au moment où l'atmosphère dans l'amphi change du tout au tout. Kang Jinju entre dans la salle et tous les regards se braquent sur elle, comme s'il s'agissait d'une célébrité. La rousse est de retour à l'université, et il est clair que personne ne peut rester indifférent à sa présence. Alors que Dojin reste scotché à la contempler, Taï, lui, se fige en entendant son nom. L'ermite qui détestait tout le monde il y a 1 minute, semble déjà la connaître. Pas vraiment pour avoir révisé ses cours avec elle. Dojin émerge du sommeil, le visage brûlant, encore tout chamboulé par un rêve étrange mettant en scène son frère aîné. Mais son réveil paisible est de courte durée. Il réalise soudain que Taï ronfle juste à côté de lui, ce qui lui flanque une frousse monumentale. Il sursaute si violemment qu'il finit par s'étaler par terre. Ce gros flemmard a eu la flemme de grimper les 3 échelons de son lit superposé et a préféré squatter le lit du bas. Il est tellement feignant qu'il ne monterait pas un escalier même si l'immeuble était en flammes. Pendant que Dojin se change pour aller en cours, l'autre devient rouge comme une pivoine en le voyant torse nu, essayant tant bien que mal de masquer sa gêne pendant qu'il se prépare. Un peu plus tard, à la cafétéria de l'université, il tombe sur Beksan et Alex.
Beksan est une véritable pile électrique qui ne s'arrête jamais de jacter, l'exact opposé de son pote léthargique. Il insiste déjà lourdement pour squatter chez les frangins afin d'y monter un club de business. C'est le genre de type qui ne cherche pas un lieu de réunion, mais carrément une propriété à saccager. Tae-hee le recadre direct, il n'a aucun bon souvenir de cette bande et encore moins envie de jouer les autres. L'ambiance se plombe net dès qu'il mentionne ce qui s'est passé avec un certain Songjin. Apparemment, le mec est le méchant de l'histoire pour tout le monde, mais pour Tae-hee, ce nom résonne de façon particulièrement brutale. On sent qu'il y a un truc louche et il coupe court à la conversation, n'ayant aucune envie de remuer la merde de son passé. Pour couronner le tout, le gars mange comme un porc, ce qui finit par taper sur le système d'Alex. Il finit par lui essuyer le visage lui-même tout en lui faisant un sermon sur ses manières de sagouin. Tae-hee a déjà épuisé son quota de sociabilité et ne supporte plus une seconde de ce cirque. Il se sent de trop en voyant les deux autres discuter comme si de rien n'était. Alors il sort l'excuse bidon du retard et s'éclipse sans demander son reste. Beksan reste là à ruminer ce vent, balançant qu'il est aussi chaleureux qu'un iceberg, tandis que Dojin soupçonne que le vrai problème, c'est qu'ils s'enferment tellement dans leur bulle qu'ils ne laissent plus personne entrer. Alors qu'il marche seul sur le campus, son passé ne lui laisse aucun répit. Les ragots de la fac vont bon train, c'est le frère d'un tel, il galère avec la langue ou il traîne dans des bails louches. On dirait qu'il ne peut pas faire un pas sans que quelqu'un ne fouille dans ses antécédents dans son dos. Il avance avec cette désagréable sensation de sentir tous ses regards lui transpercer la nuque. Jusqu'à ce qu'il retombe sur Alex, qui est persuadé qu'ils sont les meilleurs amis du monde, juste parce qu'ils ont discuté 5 minutes à l'accueil. Tae-hee ne remet même pas son visage, mais pour qu'il lui lâche la grappe, il lui dit de l'appeler Sean. Son plan est de rester invisible, mais avec sa tête de rescapé de guerre, impossible de passer inaperçu. Dès qu'il entre en salle de cours, il se fige en remarquant d'autres Coréens dans la classe. La panique se lit dans ses yeux, comme s'il venait de tomber nez à nez avec un huissier. Alex sent que quelque chose cloche, mais Tae-hee l'esquive pour tenter de se concentrer. Il s'est inscrit ici pour se fondre dans la masse, mais son passé lui colle déjà au basque, et il réalise qu'il n'a nulle part où se cacher. Tae-hee traverse le hall d'entrée en priant pour que la fête dans son appart soit déjà finie. Il est presque 11 h du soir, il se dit qu'à cette heure-là, tout le monde devrait déjà dormir, parce qu'il a horreur qu'on lui court après pour le forcer à picoler. Il grimpe dans l'ascenseur avec son air renfrogné habituel, rêvant d'être n'importe où sauf ici. Juste avant que les portes ne se referment, 2 types s'engouffrent en courant. L'ambiance devient pesante en un instant et le silence s'étire, interminable, pendant que les 2 autres se mettent à déballer sans aucune gêne les derniers potins sur les voisins. Ils citent Taewan et Dojin par leur nom complet, en se plaignant que ce sont de vrais cas sociaux et qu'ils ont des envies de meurtre dès qu'ils en croisent un. En entendant son frère se faire traîner dans la boue comme s'il était la lie de l'immeuble, Tae-hee se fige. Avant de sortir, il leur lance un regard noir assassin qui laisse les 2 gars complètement déstabilisés. Ce n'est qu'une fois qu'il est loin que l'un d'eux réagit et glisse à son pote que ce gamin est le petit frère de Taewan. Tae-hee continue sa route dans le couloir, persuadé qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre dans ce bâtiment. Il s'arrête un instant car le nom de Songjin lui dit quelque chose en fouillant dans sa mémoire. Il se rappelle que le type se traînait déjà une sale réputation, mais il préfère ne pas se prendre la tête et tracer son chemin. En ouvrant la porte, il tombe en plein milieu du carnage, l'appart est blindé de monde et ça hurle dans tous les sens que le ravitaillement en alcool est arrivé. Son frère l'accueille avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme s'il n'avait pas un seul souci au monde. Pour couronner le tout, un inconnu lui attrape l'épaule et le présente à la cantonade comme le coloc de Dojin. Les invités ne perdent pas de temps et l'entraînent déjà au cœur du chaos pour qu'il s'installe et joue avec eux. Taewan tente de lui lancer une bouée de sauvetage en prévenant que son frère ne tient pas du tout l'alcool. Mais cette bande de relous n'en a que faire. Ils insistent pour faire connaissance avec le petit nouveau et Tae, incapable de dire non, finit par céder. Il vient de se jeter tout seul dans la gueule du loup. Dojin le regarde avec panique, sachant très bien que le gamin a moins de résistance qu'un glaçon en plein soleil. Pendant ce temps, le grand frère plane déjà à 15 000, complètement bourré, et essaie tant bien que mal de recruter Tae dans son club de pochetrons. Dojin décide alors d'intervenir discrètement. Il se penche vers son oreille pour lui murmurer un plan d'évasion rapide. Il lui fait signe de finir son verre et de filer direct dans sa chambre, lui promettant qu'il va virer tout le monde de l'appart avant minuit. Le contact fait sursauter Tae tellement ça le chatouille. Mais le message est passé. Sans hésiter, il saisit son gobelet rouge et le descend cul sec comme si c'était de la flotte. La foule explose de joie et l'acclame, persuadée que le foie en béton est un trait génétique chez eux. Dojin reste sans voix en voyant le petit reprendre ses esprits avec un sourire forcé. Il s'avère que le gamin est un pro pour souffrir en silence afin de ne pas perdre la face. Taewan, lui, finit par se convaincre qu'au fond, son frère adore picoler. Il n'a pas la moindre idée de la monumentale erreur qu'il est en train de commettre. Dojin est le seul à voir venir la catastrophe, mais il est déjà trop tard s'il ne l'a pas envoyé se coucher à la seconde même. Il va maintenant devoir assumer le spectacle. Parce que quand quelqu'un qui ne boit jamais commence à être pompette, il devient une véritable menace publique.
Le deuxième round commence et l'ambiance part en vrille avec les jeux à boire. Il lance un Bunny Bunny, un jeu que Tai ne connaît absolument pas et dont le groupe se sert comme excuse pour le faire boire encore plus. Le pauvre a déjà le regard vitreux et son système interne est au bord du crash, mais la torture ne fait que commencer. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec bourré, qui ne s'est pas encore rendu compte qu'il l'était. La soirée bat son plein et ce pauvre Taewan n'en mène vraiment pas large. Ils sont en train de jouer à ce jeu débile du 31 et le pauvre gars, qui n'y voit déjà plus clair, finit encore par perdre sous les rires moqueurs de toute l'assemblée. Observant la scène depuis son coin, Dojin bout intérieurement et il ne supporte pas de voir comment il s'acharne sur lui, d'autant plus que les autres préfèrent largement se joindre aux moqueries plutôt que de lui tendre la main. Saoulé par le spectacle, Dojin décide d'intervenir. Il arrache le verre des mains de Taewan et le descend d'un trait pour couper court au jeu. Il manque de s'étouffer tellement le mélange est immonde, mais il profite de l'élan pour l'extirper de là avant qu'il ne finisse par s'écrouler totalement. Il vient de casser l'ambiance, mais Dojin n'en a rien à carrer de ce que pensent les autres invités. Le hic, c'est que l'opération sauvetage s'avère physique. Taewan frôle les 1,90 m alors que Dojin est bien plus menu. Le traîner jusqu'à la chambre est un véritable calvaire. Il le porte comme il peut, pestant contre le poids mort de ce colosse, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à le jeter sur le lit. C'est là que ça devient bizarre. Taewan, qui n'était censé plus aligner 2 neurones, lui saisit soudainement le poignet et se met à faire son sentimental sans prévenir. Il commence à le supplier en anglais de ne pas le laisser seul, et Dojin ne sait plus où se mettre. Il ne comprend pas ce qui lui prend, ni pourquoi le mec le regarde avec ses yeux de chien battu. Il se retrouve coincé quand l'autre lui sort qu'il dormira bien mieux s'il reste là, à veiller sur lui. C'est un jeu dangereux, il est passé du rôle de sauveur à celui de doudou pour un mec qui n'a visiblement aucune intention de le lâcher. Dojin sent qu'il va faire une syncope s'il reste enfermé ici. Il se demande si c'est l'alcool qui lui a fait sauter un boulon ou s'il a toujours été aussi intense. Taewan est en plein délire et lui sort un discours digne d'un roman à l'eau de rose, disant qu'il est le mec le plus chanceux du monde d'être là avec lui. Il va même jusqu'à rire en avouant que, s'il avait été une fille, il se serait déjà fait des idées avec un comportement pareil. Dojin essaie de garder son sang-froid et le prévient de ne surtout jamais boire devant d'autres gens. Il sait bien que s'il se montre aussi tendre avec n'importe qui, il va se traîner une sacrée réputation sur tout le campus. Mais Taewan n'a pas l'intention de s'arrêter là et lance l'interrogatoire sur sa vie sentimentale. Il commence à le questionner sur les nouvelles étudiantes ou s'il a un faible pour les étrangères. Dojin tente de faire l'innocent jusqu'à ce que l'autre lâche un nom bien précis, Kang Jinju. Cette fois, la flèche a fait mouche, il ne s'attendait absolument pas à ce qu'il soit au courant de sa vie privée. Taewan se fait plus pressant et lui pose la question qui tue, est-ce qu'ils sont déjà passés aux choses sérieuses cash comme s'il demandait l'heure. Dojin vire au rouge instantanément et finit par avouer qu'il ne s'est absolument rien passé. Pas même un baiser. Rien de rien. Le grand gaillard trouve ça louche car pour lui, Dojin devrait avoir un succès fou auprès des filles. La conversation devient si pesante que le pauvre garçon ne sait plus comment s'extirper de cette situation. Et juste au moment où l'on pensait le sujet clos, l'ambiance change radicalement. Le gars lui empoigne le poignet, se rapproche et le fixe droit dans les yeux. Fini de plaisanter. Tout bascule quand Taewan lui lâche la requête que personne n'avait vu venir. Il veut qu'il lui apprenne à embrasser. La tension est à son comble. On dirait qu'il a oublié que Dojin n'est pas non plus un expert, mais il a décrété que la meilleure façon d'apprendre était de demander une leçon au seul mec qu'il a laissé sans voix. Ouf, quelle fin de dingue, j'en suis resté sans voix. Si notre tank a eu besoin de cours de rattrapage pour apprendre à embrasser, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre en éclatant le bouton like. Abonnez-vous pour ne pas louper le dénouement et dites-moi en commentaire, quel autre manhwa vous aimeriez que je vous raconte. Allez, à plus.